Donc ce webinaire sera composé de 3 parties. La première partie, on va plutôt parler des expériences de terrain, des témoignages de terrain du secteur de la santé. Et nous parlerons aussi des réalités du Sud. En deuxième partie, donc, nous verrons en quoi l'évasion fiscale est responsable de la détérioration des soins de santé. Et enfin, en troisième partie, nous parlerons d'alternatives. Je n'ai pas le temps de citer tous les invités que vous voyez affichés à votre écran, mais vous les verrez défiler tout au long de ce webinaire. Nous sommes prêts à commencer donc, ce webinaire par la première partie. Et comme introduction de ce webinaire, nous allons commencer avec notre partenaire du festival, donc le Gang des Vieux en colère, qui vont nous lire un billet d'humeur. Et en même temps, vous aurez un partage d'un cartoon réalisé par un des membres du Gang des Vieux en colère que je nomme Léon Poncin, qui nous rejoint à l'instant. Alors, est-ce que Léon, tu es parmi nous? Je suis bien là. Ah, on t'entend. Et est-ce que la régie peut nous diffuser, partager à tous et à toutes le cartoon de Léon? Et est-ce que Léon, tu peux éventuellement allumer ta caméra si tu le souhaites? Voilà. Voilà, je suis là. Léon, c'est à toi. Le gang est là. Les vieux, c'est bien connu, ils aiment évoquer leurs souvenirs. Alors j'y vais de ma petite anecdote, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Début des années 2000, nous avions un Premier ministre, un jeune Premier ministre libéral, du nom de, comment déjà, Verhofstadt, Guy Verhofstadt. Il avait été hospitalisé suite à un accident de vélo et au sortir de l'hôpital, il ne tarissait pas d'éloges sur la qualité du système hospitalier en général et sur les compétences professionnelles des infirmières en particulier. Et de retour aux affaires, le gars poursuit sans sourciller sa politique de détricotage des services publics et de la sécurité sociale. La cohérence m'échappe un peu. Aujourd'hui, nos dirigeants décernent aux personnels soignants un brevet d'héroïsme. Demain, ces mêmes dirigeants s'attacheront à rétablir l'équilibre budgétaire mis à mal par la crise sanitaire. Et là, je crains. Je crains qu'ils nous servent la seule recette qu'ils semblent connaître, le pain sec. Austérité pour tous, y compris pour les héros d'aujourd'hui. Non mais attendez, là, on vous a donné votre médaille, on vous applaudit chaque jour, tout le monde sait que vous êtes des héros, ça va, ça va. Maintenant, fini de rigoler, quoi, retour aux choses sérieuses. Eh bien, non, nous, on n'est pas d'accord et on ne le sera jamais. Vous avez besoin de sous? Bah, très bien, nous savons où il y en a. 40 ans qu'on nous bassine avec la crise économique et 40 ans qu'on laisse s'envoler vers les paradis fiscaux les milliards, les dizaines, les centaines de milliards. On va encore tolérer longtemps cet ordre du monde dans lequel 30 ultra riches possèdent autant de biens que 4 milliards d'individus et on ne serait pas en colère? Le Covid-19, ce n'est pas juste une parenthèse, c'est un coup de semonce. Les prochaines crises climatiques, environnementales, sanitaires, sociales, elles sont toutes derrière la porte. Et je vous garantis qu'elles ne respectent pas les règles de distanciation. Elles se bousculent. Alors c'est maintenant qu'il faut changer de cap. Vous savez, le gang des vieux en colère a perdu beaucoup d'amis dans la crise du corona. Raison de plus pour nous de continuer le combat. On lâche rien. Merci beaucoup Léon pour ce billet d'humeur qui lance ce premier webinaire sur la justice fiscale et l'impact de l'évasion fiscale, notamment sur les soins de santé. Donc encore une fois, merci beaucoup à Léon Poncin du Gang des Vieux en colère. Et comme le Gang des Vieux en colère, il y a de plus en plus de citoyennes et de citoyens qui questionnent les politiques d'austérité et leur impact,
notamment sur les soins de santé. C'est vrai que, tu l'as dit, hein, la crise du coronavirus agit ici comme un révélateur aux yeux du grand public à ce niveau. Depuis le début de l'épidémie, on a craint la saturation des hôpitaux, on entend les témoignages des difficultés vécues par le personnel soignant, mais en fait, ça fait déjà un moment que le secteur médico-social tire la sonnette d'alarme. Alors, dans cette première partie de webinaire, nous allons nous pencher sur la réalité des systèmes de santé, au nord comme au sud. Et pour ça, on va donner la parole à des personnes de terrain. Alors avec nous, on a 3 invités qui vont, je pense, se rendre visibles sur vos écrans également. Alors on accueille Karine Rosteler du collectif Santé en lutte, qui est là, je pense. Oui. Nous avons aussi Fanny Dubois, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, et Stéphane Emmans, qui est directeur des opérations pour Médecins du Monde. Donc d'abord, bonjour à tous les 3, bienvenue. Est-ce que Karine Rosteler est parmi nous? Oui. Voilà, bonjour Karine. Karine, tu es avec nous aujourd'hui en tant que représentante du collectif Santé en lutte. C'est un collectif qui lutte pour plus d'effectifs, plus de salaires et plus d'humanité. Tu vas nous expliquer ça en quelques minutes, car nous avons voulu commencer cette émission par une carte blanche, par le fait de vous laisser la parole pendant 3 minutes. Et Karine, c'est à toi. Ok. Eh bien, moi, je suis secrétaire régionale à la CGSP, mais je suis aussi infirmière et membre depuis le début de la santé en lutte. Alors, qui sommes-nous à l'intérieur de cette santé en lutte? Infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, pharmaciens, médecins, patients, étudiants en soins infirmiers, en médecine, laborantins, le monde associatif. Mais donc, la santé en lutte, vraiment, regroupe tout un tas de personnes qui se disent que le système de soins de santé aujourd'hui n'est plus vivable et ça doit changer. Et nous voulons être acteurs de ce changement parce que on pense que les soins de santé, c'est avant tout de l'humain et surtout avant de la rentabilité. On se rend de plus en plus compte que la santé devient une marchandisation, qu'elle est gérée par nos politiciens comme quelque chose de rentable. On nous demande de plus en plus de flexibilité et de plus en plus de rentabilité et nous voulons dire non à cette manière de fonctionner. Et donc, à ça, la santé en lutte dit stop. Mais aujourd'hui, nous sommes évidemment renforcés par cette crise du Covid-19 qui nous a permis à tous et à l'ensemble de la population de se rendre compte et de prendre conscience que les politiques de santé actuelles sont dévastatrices. Et donc, nous appelons à nous rejoindre, chacun dans nos propres entités, dans notre propre essences, organisations syndicales, mutualistes, associations de patients, associations de professionnels, chacun dans sa spécificité, autour de revendications qui ont été votées en Assemblée générale. Et donc, ces revendications, eh bien, elles concernent le refinancement des soins de santé, l'arrêt de la marchandisation de ces soins de santé, l'engagement de personnel pour des soins de qualité et plus humains, des revalorisations salariales des métiers de la santé, un arrêt de la précarisation des emplois, une amélioration des conditions de travail, une politique d'attractivité des métiers de la santé, plus de consultation des patients et du personnel dans les décisions qui sont prises, une révision des normes d'encadrement très, très important, une politique de bien-être au travail, une reconnaissance de nos métiers comme étant des métiers pénibles, de développer un réseau de prise en charge de la première ligne sans discrimination, diminution de l'hyperflexibilité, protection de la maternité des travailleurs, et favoriser l'accès aux études d'infirmières et d'aides-soignantes. Et donc, nous invitons en fait tous les acteurs de terrain à se rassembler autour de ce cahier de revendications pour organiser une convergence des luttes. Et cette convergence des luttes, on la prépare déjà aujourd'hui parce que demain, quand on va sortir du confinement, si on ne veut pas que demain soit pire qu'hier, on doit absolument se rassembler et être ensemble mobilisés pour qu'il y ait une pression politique
sur le politique, évidemment, pour que nos cahiers de revendications deviennent réalisables, et ceci au travers d'une meilleure justice fiscale et une redistribution des richesses. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Si tu es d'accord d'allumer ta caméra pour qu'on puisse te voir encore un tout petit peu. Donc, en effet, tu appelles à rassemblement et à manifestation. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos par rapport à tout ça? Est-ce que tout est sur votre site? Voilà, sur le site de la santé en lutte. Donc, il y a une page Facebook, la santé en lutte, et il y a un site internet. On partagera dans la discussion les adresses de la santé en lutte et de la page Facebook. On a aussi, je vous ai aussi transféré l'appel à la manifestation qui est en fond d'écran, le cahier de revendication et les courriers qui ont été envoyés largement pour faire un appel à se rassembler pour cette grande action pour laquelle on n'a pas encore pu définir de date. Oui. Donc, on attendra l'appel à manifestation de la santé en lutte et je suis sûre que nous serons nombreuses et nombreux à y répondre. Merci beaucoup, Karine. Du coup, maintenant, je voudrais me tourner vers Fanny Dubois, en tant que secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Bonjour Fanny. Bienvenue avec nous. Voilà, les maisons médicales, c'est des acteurs de santé de première ligne, des acteurs de proximité. Comment est-ce que tu réagis à la carte blanche qu'on vient d'entendre? Je suis sûre que ça évoque beaucoup de choses pour toi aussi, évidemment. Oui, évidemment, moi, ça me rassure de savoir que la mobilisation se fait à plus large échelle parce qu'effectivement, les maisons médicales dans le système de santé, elles luttent depuis plus de 40 ans maintenant pour justement une socialisation du marché de la santé en vue de répondre vraiment aux besoins des patients et une prise en charge qualitative et globale des patients, mais aussi un respect des droits des travailleurs soignants, étant donné qu'on sait très bien qu'il y a une corrélation entre bonnes conditions de travail et bonne prise en charge qualitative des soins. En sachant que, en fait, on se rend compte que les politiques d'austérité qui sont menées depuis quelques années maintenant dans le système de santé, on considère en Belgique que ça fait une bonne grosse dizaine d'années que c'est de plus en plus puissant, en sachant que toutes ces politiques d'austérité, en fait, elles ont un impact, même en termes d'efficience publique, même d'un point de vue économique, elles n'ont pas un impact positif, étant donné que le taux de burn-out que ça engendre chez les soignants qui travaillent dans le secteur hospitalier a forcément un impact aussi financier sur la sécurité sociale. Donc, je dirais même que même en termes de rentabilité, il y a quand même des études qui démontrent à quel point ces politiques d'austérité n'ont pas une influence positive sur le système de santé en général. Donc, ça a plutôt des effets négatifs sur tout le monde, et si on veut aller jusqu'au bout, on pourrait même dire presque sur le marché économique, étant donné qu'avoir un système de santé peu performant, peu qualitatif, ça a un impact négatif aussi sur les travailleurs. Mais là, c'est parce que j'ai tendance à, d'un point de vue stratégique, essayer toujours de comprendre la logique qu'il y a derrière et de voir dans quelle mesure les revendications qu'on porte, qui vont vers plus de justice sociale dans le système de santé, pourraient bénéficier à l'ensemble des citoyens, mais aussi l'ensemble des fonctions collectives d'une société, autant les fonctions économiques, sociales, politiques, démocratiques, etc. Donc moi, je suis évidemment heureuse d'entendre Karine. On s'est déjà rencontrés dans le cadre de certaines manifestations, etc. Parce que je pense que du coup, ici, ça révèle à quel point la deuxième ligne de soins, donc le secteur hospitalier, peut être un allié indispensable pour la première ligne de soins qui a toujours été considérée dans le système de santé comme un peu en marge. En tout cas, le rapport de force est toujours à l'avantage plutôt de la seconde ligne de soins, si on analyse l'histoire globale du système de santé. Et donc ici, c'est une opportunité vraiment chouette de pouvoir faire alliance entre les différentes lignes de soins.
Alors, la crise du Covid-19, elle nous apprend beaucoup de choses, hein. Ça, c'est clair que moi, j'ai toujours tendance à, certes, on constate à quel point des crises, qu'elles soient politiques, économiques ou sanitaires, peuvent avoir des influences négatives sur le respect des droits fondamentaux des citoyens. Mais moi, j'ai envie de voir dans quelle mesure cette crise peut aussi être une opportunité justement pour démontrer auprès de nos responsables politiques, mais aussi auprès des professionnels de santé, à quel point un système de santé beaucoup plus social, démocratique, durable, a un effet positif sur voilà, l'ensemble des fonctions collectives d'une société. Alors, pour rebondir un peu, c'est sûr qu'en termes de revendications, leur financement du système, on le recommande aussi, hein, au vu des coupes budgétaires qui ont eu lieu depuis ces quelques dizaines d'années, avec cette privatisation de plus en plus importante et l'argent de la Sécu qui est privatisé aussi, puisque en fait l'argent de la Sécu il est toujours là, mais c'est plus une marchandisation de ce pot commun qu'on observe au bénéfice d'entreprises pharmaceutiques ou d'augmentation de suppléments d'honoraires pour certaines fonctions à l'hôpital, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on observe une augmentation des inégalités aussi à l'intérieur même des professionnels de santé, avec un management de rentabilisation qui vise le moindre coût et donc l'efficience. Et ces revendications autour de la reconnaissance salariale, c'est aussi une reconnaissance symbolique, hein. Moi-même, j'ai été aide-soignante à l'hôpital. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 1250 € net par mois à temps plein, alors que c'est des boulots où vous vous levez tous les matins à 5 heures du matin pour bosser comme des dingues. Aujourd'hui, dans le cadre de cette crise, on a constaté à quel point ces fonctions-là sont indispensables et sont vraiment peu reconnues par la société. La question de la démocratie est aussi très, très importante et qui nous tient très à cœur aussi dans le monde des maisons médicales, parce qu'on constate effectivement que cette hiérarchie autant médicale que gestionnaire à l'intérieur de l'hôpital a une influence négative aussi sur les conditions de travail des soignants. Et alors, Fanny, quand on prépare un peu l'émission, tu m'expliquais aussi que les maisons médicales, c'était une alternative en tant que telle à ce système tel que tu nous le dépeins, puisque c'est aussi un modèle de financement un peu différent de ces soins de santé. Et donc, c'est aussi une façon de garantir l'accès à des soins de santé, peut-être de manière plus large. Tu peux aussi peut-être nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Mais donc, c'est clair que nous, déjà, pour faire le lien avec votre campagne justice fiscale, dans le monde des maisons médicales, les maisons médicales ont été construites sur ce principe que les déterminants sociaux de la santé ont une influence sur notre santé, limite bien plus encore que le curatif, que le biologique. Donc, que ce soit la qualité de votre logement, que ce soit votre qualité de votre alimentation, que ce soit les conditions de travail, etc. Tout ça est influencé par votre milieu social, étant donné qu'on constate, entre un ouvrier et un cadre, il y a en moyenne 15 ans d'espérance de vie en bonne santé en moins entre l'ouvrier et le cadre. Et donc, c'est sur base de ce constat des inégalités sociales de santé que dans les années 70, des maisons médicales ont commencé à voir le jour, avec ce principe de prise en charge globale, pluridisciplinaire et moins hiérarchique de la santé des citoyens. Et Laura, comme tu le soulignes, quelques années plus tard aussi, la revendication, l'acquisition d'un droit social fondamental pour ces professionnels de santé a soigné par le financement au forfait. Donc, le financement au forfait, c'est clair que le financement à l'acte, qui est le financement actuel, majoritaire dans le système de santé aujourd'hui, il est quand même basé sur un principe de productivité. Donc, les revenus des professionnels de santé sont liés au nombre d'actes, donc c'est très quantitatif, qu'ils posent sur le corps des patients.
Or, dans les maisons médicales, on part du principe qu'en fait, la prise en charge devrait beaucoup plus être basée sur des critères de santé publique, des critères de qualité des soins. Et donc, c'est comme ça qu'on a proposé dans les années 80, suite à un autre conflit avec la médecine libérale, un mode de financement au forfait qui part du principe que les maisons médicales par patient reçoivent mensuellement un forfait et sur base de leur budget général, c'est des petites ASBL autogérées, elles peuvent investir que ce soit dans de l'emploi, que ce soit dans des projets de santé communautaire, etc., pour les patients, pour répondre au mieux aux diagnostics de besoins qui ont été créés, qui sont créés en intelligence collective sur le terrain. Donc, c'est des petites localités qui permettent une meilleure prise en charge globale et qui forcément prennent en considération cette dimension des inégalités sociales de santé. Agir sur ces questions d'inégalités sociales de santé, ça a un effet positif sur la santé publique. Et la crise du coronavirus aujourd'hui démontre à quel point ce système-là, en fait, fonctionne très bien, que ce soit en termes de droits pour les travailleurs de maison médicale. Aujourd'hui, les travailleurs de maison médicale, contrairement à d'autres, ont moins subi des pertes financières et donc ont eu une meilleure liberté d'action pour se rendre disponibles pour les personnes plus vulnérables ou pour assurer la continuité des soins, parce que pendant cette période de confinement, il n'y avait pas que les cas Covid-19, on le sait très bien, les personnes isolées, fragiles, les personnes plus vulnérables financièrement, etc. Il fallait continuer à rester en lien avec elles. Et ça, c'est vrai que c'est là-dessus que je finirai parce que je sais que le temps est vraiment compté. Je pense que aujourd'hui, on parle aussi beaucoup des aspects de tracing qui inquiètent un peu en termes de contrôle social et cette inquiétude est justifiée. C'est sûr que si, dès le départ, notre système de santé avait été pensé dans cette logique de santé communautaire avec une prise en charge globale, mais aussi de lien de confiance qui est créé entre une communauté de patients et des soignants, il est évident qu'on en serait moins aujourd'hui à créer de façon très brutale des espèces de call centers standardisés, mais où là, l'humain aurait plus lieu d'être parce que le lien de confiance est créé entre ces structures pluridisciplinaires et les patients. Voilà. On n'entend pas. Merci beaucoup, Fanny. J'ai eu un petit souci de micro, mais je suis bien là. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ok, alors je voudrais juste faire un petit rappel pour tous ceux qui nous suivent et particulièrement pour les personnes qui nous suivent via Zoom. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenantes et intervenants en utilisant la fonction Q&R qui est en bas de votre écran. Et quand vous posez une question via ce chat, merci de bien indiquer à qui s'adresse votre question, puisqu'à la fin de la partie, de cette première partie, on fera une sélection et on essaiera alors de poser au moins une question par invité. Voilà. Alors bon, on vient d'avoir quelques échos des répercussions des politiques budgétaires en matière de santé en Belgique. Mais quelle est la réalité des systèmes de santé ailleurs dans le monde, Comment la question se pose-t-elle, notamment dans les pays du Sud? Alors, on a 10 minutes pour en parler avec notre troisième invité pour cette première partie, Stéphane Emmans. Stéphane, tu es avec nous? Oui. Tu es bien là? Oui. Tu es directeur des opérations pour Médecins du Monde. Bienvenue, bienvenue. Donc, comme je le disais, en 10 minutes, c'est impossible pour toi de nous brosser un état des lieux super large et exhaustif des systèmes de soins dans tous les pays du Sud. Et donc, en préparant un peu ce webinaire, il y avait au moins 2 éléments qu'on voulait relever. Donc, la première chose, c'est peut-être pour les États qui n'ont pas les moyens de financer leur système de santé. Et dans ce cas-là, l'aide internationale, elle est indispensable. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe et en quoi, justement, cette aide internationale va impacter l'organisation même des systèmes de santé dans ces pays, en sachant, voilà, tu as 3-4 minutes pour me répondre et après, je devrais te couper. Très bien, merci beaucoup. Mais donc, très rapidement, donc la plupart des États sont engagés dans l'objectif de développement durable. L'objectif de développement durable, le numéro 3, c'est aller vers une couverture universelle de santé. La couverture universelle de santé, c'est avoir un système de santé qui prend en charge le plus de population possible, le plus de services possible et avec le moins de barrières financières possibles. Alors, le coût de cette couverture santé universelle a été plus ou moins calculé à 86 $ par habitant. Il faut savoir qu'en Belgique, on est plus ou moins à 2800
euros par habitant. Et donc, pour arriver quelque part à un service minimum, un service universel, on est à ce montant-là. Alors, il y a pas mal d'États qui pourraient y arriver avec un système d'impôt ou un système d'assurance. Hein, c'est un peu les deux gros systèmes de financement de la santé. Et puis, il y a toute une série d'États où ils n'arrivent pas à arriver à ces 86 $. Je prends l'exemple de la RDC. Ils sont pour l'instant à 32 $ par habitant et autour de 4% de leur PIB. Alors qu'on dit que normalement, pour que le système de santé fonctionne, on devrait être à 10% du PIB d'un pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces systèmes de santé, il y a un complément. Alors, le complément, il peut venir par des politiques bilatérales, hein, donc la coopération bilatérale, l'État belge, l'État luxembourgeois, l'État anglais, etc., apportent de l'aide sur le système de santé. Ça peut venir de la Banque mondiale. Ça peut venir du système des Nations Unies, de différents services, hein, UNFPA, qui est l'organisme plutôt sur tout ce qui est santé sexuelle reproductive, ONU-SIDA, plutôt tout ce qui est SIDA. Et puis, ça peut venir du système privé. Alors, au système privé, j'inclus de manière un peu provocateur les ONG dedans. Hein, donc, ça peut venir de Médecins sans frontières, Médecins du Monde ou d'autres ONG. Ça peut venir aussi de la Fondation Gates. Ça peut venir de systèmes mi-publics, mi-privés, comme la Fondation Gavi. Et donc, tout ça forme le financement de santé pour un État. Le souci pour un État fragile, c'est que ça donne une politique très, très désorganisée. En fait, l'État lui-même n'a pas vraiment son budget en main, ni le choix de ses priorités. Et donc, on a quelque chose de pas très intégré. Et donc, on sait que notamment en première ligne de soins, l'intégration des soins est très, très importante. Et donc, on a une politique en silo, donc avec des politiques de vaccination, des politiques sur le sida, des politiques sur la malaria, des politiques... Et donc, il manque vraiment une intégration des soins et un manque de priorité. Ça dépend un peu quel bailleur est là et tout d'un coup, on va avoir une priorité qui ressort. Ça se voit d'autant plus dans des grandes épidémies. Alors, ça se verra probablement sur le Covid. Ça se voit très fort dans l'Ebola. Hein. Donc, quand il y a une épidémie d'Ebola, on a une focalisation très, très forte sur la prise en charge des patients Ebola. Et c'est normal qu'on le fasse. Mais on oublie souvent alors toute une autre série de pathologies qui ont un impact très, très fort sur la morbidité et la mortalité. Et on dit souvent, si on reprend l'exemple du Congo, on meurt bien plus de la rougeole aujourd'hui que du Covid et même de l'Ebola, alors que les grandes masses financières sont clairement concentrées sur l'Ebola. Ok, merci Stéphane pour ces quelques éléments. Une deuxième chose aussi, c'est que le financement des systèmes de soins passe aussi dans certains pays par une participation aux frais de la part du patient. C'est le cas en Belgique aussi. Et en Belgique, comme ailleurs, parfois ça constitue une barrière financière justement pour les patientes et les patients. Quand on préparait le webinaire, tu me parlais notamment de la situation dans certains pays d'Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça aussi? Oui, donc la participation financière des patients, donc ce qu'on appelle le recouvrement des coûts, mais donc c'est quelque chose qui existe fortement en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est un des pays d'Europe qui a la part patient la plus élevée au niveau européen, mais c'est présent dans beaucoup de pays. Alors c'est soit via le système privé, qui lui a une part patient très élevée, soit même dans le système public. Et on estime plus ou moins que 35% des financements de la santé viennent directement du paiement du patient. Et ça amène plus ou moins 100 millions de personnes en extrême précarité chaque année. Donc des gens qui doivent se mettre en pauvreté pour pouvoir payer des soins et donc vendre le peu qu'ils ont, la chèvre, la poule ou la vache. Et donc globalement, ces systèmes de recouvrement des coûts amène plusieurs problématiques. Le problème problématique, c'est une forme de déresponsabilisation de l'État central, parce qu'on voit que finalement, le système de santé local, ils arrivent à survivre, ils génèrent de l'argent et arrivent quelque part à une forme d'autarcie, alors qu'on sait très bien que sans financement central, il n'y a pas de système de santé, sans financement, tout le système de santé ne peut pas être basé sur le financement communautaire. Et l'autre, c'est que ce financement exclut beaucoup de patients
Et donc, c'est un gros facteur d'exclusion, de report de soins et de refus de soins, puisque les gens simplement ne savent pas payer et n'arrivent pas donc à avoir accès au système de santé, qu'il soit au niveau primaire ou au niveau secondaire. Et ça, c'est des pratiques qu'on voit dans le système, évidemment privé, dans tout ce système parallèle privé qu'on voit aussi éclore dans tous les pays du Sud, mais c'est aussi quelque chose qui est souvent mis en place quand même dans les systèmes publics. Alors, il y a quand même des gros changements. Donc, aujourd'hui, vraiment, et c'est des acteurs mainstream qui le disent, que ce soit la Banque mondiale ou d'autres, ils disent qu'il faut arrêter ces systèmes de paiement de l'individu et faire plutôt des systèmes soit assurantiels, soit de payer le système de santé via l'impôt. Ah, j'oublie tout le temps de remettre mon micro, désolée. Ok, merci beaucoup Stéphane. Alors là, je vais peut-être me retourner vers mes collègues qui s'occupent de recueillir des questions sur le question-réponse. Je pense qu'il y a de quoi faire. Alice, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es parmi nous? Oui, voilà, je suis là. Est-ce que tu voudrais peut-être poser quelques questions à nos invités? Je voudrais quand même juste dire un petit truc avant de te céder la parole pour les questions. C'est rappeler aussi, bon, c'est assez frustrant parce qu'on doit aller assez vite sur tous les sujets et notamment sur l'impact de l'évasion fiscale sur les pays du Sud. Évidemment, c'est un sujet qui nous tient à cœur et je voulais juste préciser que du coup, ça fait l'objet d'un webinaire à part entière qui a lieu ce mercredi 13 mai, donc de 16 à 18 heures et qui permettra alors de faire le point un peu plus en détail sur la situation des pays du Sud, avec notamment des partenaires africains, latino-américains et aussi des partenaires des Philippines. Voilà, maintenant Alice, je te laisse peut-être nous lire les quelques questions pour nos invités. Oui, voilà. Donc, il y avait une première question qui était à destination de Stéphane. Voilà, qui était quels sont en fait les constats communs au niveau des États membres de l'Union européenne en termes de dégradation des politiques de santé publique. Alors, je ne sais pas si je donne les questions en une fois ou on y répond au compte-gouttes, mais en tout cas, j'en ai eu 3 à peu près. Peut-être que Stéphane peut déjà répondre et puis on passera à une question pour un autre intervenant. Alors, les constats communs si j'ai bien compris, c'est les constats communs sur les systèmes de santé en Europe. Voilà. Ouais, je pense que les systèmes de santé européens sont un peu, c'est comme comparer toujours des poires et des pommes, c'est comme dans les systèmes de santé au Sud, on ne peut pas difficilement généraliser. Ce qu'il y a, on l'a déjà dit, c'est une forme de désinvestissement du bien public. Maintenant, et surtout un sous-investissement sur tout ce qui est promotion de la santé, prévention et, on va dire, première ligne de soins. On voit que probablement, en tout cas ça c'est mon constat, probablement on devrait probablement investir l'argent autrement. Il ne faut peut-être pas spécialement plus d'argent, mais il faut probablement de l'argent investi autrement. Alors, c'est un peu difficile à dire maintenant en pleine crise où le secteur hospitalier est très sous pression, mais c'est sûr que quand on voit aujourd'hui, je n'ai plus exactement les chiffres, mais à mon avis, en termes d'investissement en promotion de la santé en Belgique, on doit être en dessous de 5%. J'ai en tête même 1%. Et on sait que c'est des investissements qui, à terme, ont beaucoup plus d'efficacité que la prise en charge et des soins hospitaliers à terme. Oui, je pense que ça rejoint bien l'intervention de Fanny, notamment tout à l'heure. Alice, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais justement, pour Fanny, d'abord, il y avait une demande de précision sur la question première ligne, deuxième ligne. Ce n'était pas toujours simple. Et alors, une participante au webinaire qui disait que c'était presque un peu militaire dans la façon de s'exprimer. Donc, il voulait aussi un éclaircissement. Et j'en profite pour poser une autre question à Fanny en même temps, qui concerne, donc vous aviez parlé de la marchandisation des soins de santé, mais également de marchandisation du pot commun de la sécurité sociale. Pourriez-vous développer ce point? La gestion de l'hôpital et de l'argent de la Sécu est bien souvent critiquée, ce qui justifie souvent les politiques d'austérité ainsi que la privatisation de la santé. Et donc voilà, elle trouve ce point important afin de pouvoir développer la contre-argumentation. Oui,
Donc, oui, je reconnais, hein, le vocabulaire parfois dans le système de santé, ça pourrait faire l'objet d'une étude en termes de symbolisme. Rien que dernièrement, moi, un des mots qui m'avait fort interpellée, c'était zone de tri. Donc, où on trie les patients qui restent quand même des êtres humains. Donc, c'est vrai qu'en termes de déshumanisation, il y aurait moyen de faire une vaste étude. Et donc, effectivement, on n'est pas des militaires, mais aujourd'hui, des concepts sont utilisés pour définir des lignes de soins entre la première ligne. Donc pour être résumé, c'est tout ce qui est soins de médecine générale, mais bon, nous, comme dans les maisons médicales, on considère que cette prise en charge doit être pluridisciplinaire, étant donné qu'il y a tous ces facteurs sociaux, par exemple, ces facteurs psychologiques qui influencent la santé des personnes. Dans les maisons médicales, on considère qu'il y a le médecin généraliste, une psychologue, souvent un assistant social, une infirmière, un kiné, etc. Tout ça, c'est première ligne de soins. Et plus généralement, on l'associe à tout ce qui est réseau de soins à domicile, maison de repos, etc. La seconde ligne de soins, on l'associe plutôt aux médecines spécialisées, donc les médecins spécialistes, et le secteur hospitalier. Mais ça, c'est vrai que peut-être qu'un autre intervenant pourra préciser, parce que je connais bien la première ligne de soins maintenant que je suis dans la maison médicale, mais je pense qu'il y a aussi un troisième niveau pour une spécialisation encore plus importante. Voilà, donc ça, c'est plus pour la précision. Et c'est sûr qu'en termes de tout le système de santé dans un État, il est lié à des rapports de force. Hein. Donc, par exemple, les répartitions budgétaires, etc., elles sont liées à des choix politiques qui sont liés eux-mêmes à des rapports de force. Et c'est sûr que la première ligne de soins, donc tout ce qui est médecine générale et soins de prévention, ça Stéphane en a bien parlé, elle est minorisée. Ici, tout ce qui est prévention, promotion à la santé, etc., c'est des politiques qui ont d'ailleurs été régionalisées. Et donc, ce n'est plus dans le pot commun de la sécurité sociale fédérale que sont pensées ces politiques, ce qui est un non-sens. Hein. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 nous démontre à quel point la prévention, c'est justement fondamental. On a eu besoin des compétences en santé communautaire. C'est d'ailleurs pour ça que les maisons médicales ont été pas mal appelées dans le cadre de ces crises. Et par rapport à la question sur la marchandisation, donc, la privatisation de la Sécu, c'est clair que, et là je rejoins Stéphane, je pense que le pot commun, s'il était mieux pensé aussi, en fait, on n'a pas tant besoin de plus d'argent que ça. Si une meilleure répartition à l'intérieur de ce pot commun est mieux faite, en fait, on a déjà un financement du système de santé qui est assez important. Même si je rejoins ce que Karine a dit, hein, le refinancement via la norme, mais bon, là, on rentrerait dans des aspects très techniques. Peut-être pour synthétiser en termes de privatisation, moi, souvent, je regarde, quand je fais une analyse du système de santé et de son financement, je regarde la part, du coup, qui va vers le marché privé, la part qui va vers des suppléments d'honoraires médicaux à l'hôpital et la part de la poche qui est payée par le patient. Donc ça, c'est ce dont Stéphane a déjà parlé aussi. Et tout ça, on se rend compte que si ça augmente, on observe un phénomène de privatisation du système. Et donc, c'est sûr qu'ici, par exemple, sous cette dernière législature, la part de la Sécu qui a été allouée au remboursement des entreprises pharmaceutiques a largement augmenté. Et donc là, on voit un transfert de l'argent du pot commun de la Sécu vers des entreprises commerciales. Pareil pour la commercialisation du secteur des maisons de repos. Même les structures commerciales maisons de repos ont droit à des subsides qui viennent du financement public. Et donc, tout ça, c'est vraiment l'observation justement de ce phénomène de marchandisation même du pot commun de la Sécu. Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Merci. Peut-être que Karine veut réagir, à moins qu'il y ait d'autres questions du public. Alice, pour nos intervenants. Oui, donc il y avait, c'était à la fois une question et une réflexion qui était plus
de réfléchir aussi à une autre médecine, une médecine qui corresponde aux alternatives, par exemple, que sont la permaculture et l'agroécologie. Ça pas vu comme une médecine pour une minorité bobo, mais plus une médecine pour toutes et tous. Voilà, donc, qui sont moins des thématiques qui ont été abordées jusque-là, et peut-être que ça viendra dans la suite du festival, ou si quelqu'un veut répondre, ou en tout cas prolonger la réflexion. Voilà. Je pense qu'effectivement, penser la question des déterminants de santé est importante. Ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Et notre système agroalimentaire fait partie de ces déterminants de santé. Moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est d'allier questions sociales et facteurs de risque. Les sociologues démontrent à quel point ces inégalités sociales influencent justement des déterminants culturels, donc des pratiques d'alimentaire, etc. Et donc, je pense qu'il faut toujours lier les deux. C'est pour ça que je trouve vraiment intéressant de cibler votre campagne sur la dimension de la justice fiscale, puisque c'est quand même la cause de base. À partir du moment où une société accepte de réguler un peu ces injustices fiscales et ces inégalités de revenus, eh bien, forcément, vous agissez sur l'ensemble des facteurs de risque de santé, autant l'alimentation que plein d'autres, en fait. Ok, très bien. Une réaction peut-être de la part de Karine ou Stéphane? Oui, j'ai l'impression que Karine veut parler. Oui, ben oui, peut-être juste pour alimenter ce que Fanny a dit par rapport aux accords qui ont été signés par ce gouvernement avec les sociétés pharmaceutiques. Il faut savoir que ces accords sont des accords secrets et qu'ils autorisent les sociétés pharmaceutiques à facturer des molécules 600% plus chères que leur coût de fabrication, et que ces surfacturations ont évidemment eu un impact conséquent dans les coûts de la sécurité sociale, et que évidemment cet argent qui est distribué dans les sociétés pharmaceutiques pour alimenter des actionnaires n'est plus alors du coup disponible pour faire de la prévention, pour faire de la première ligne de qualité en suffisance, ce qui évidemment permettrait de diminuer le coût des dépenses liées aux soins de santé, liés à l'hospitalisation ou aux techniques plus lourdes faites en hôpital. Et donc, ce sont vraiment des choix politiques, et il va falloir qu'il y ait un courage politique pour que ça change, mais ce sera seulement sous la pression du citoyen, des acteurs de la santé, de la population, des patients. Eh bien, merci beaucoup Karine finalement pour ces mots de conclusion pour cette première partie du webinaire. Je tiens à remercier encore une fois nos trois invités, Stéphane Emmans de Médecins du Monde, Fanny Dubois de la Fédération des maisons médicales et Karine Rostemer pour le collectif La Santé en lutte. Merci beaucoup à vous. On va essayer de comprendre un peu plus les causes de ce définancement, malfinancement de la santé et le lien qu'il peut y avoir avec l'évasion fiscale. Alors, avec nous pour en parler, nous avons trois invités, mais je vais commencer d'abord par les deux premiers. Donc, Yves Ellendorf, qui est secrétaire national à la CNE pour le secteur non marchand, et Andrea Della Vecchia, secrétaire fédérale à la FGTB. Est-ce que vous êtes tous les deux là? Moi, je suis là. Oui, bonjour. Super, on vous entend tous les deux et je vous vois aussi tous les deux. Alors, bienvenue, merci d'être là. On va commencer donc avec Yves. Tout d'abord, je t'invite à réagir à la vidéo si tu as envie d'y réagir. Mais sinon, donc j'ai deux questions principales pour toi. Comme pour les premières parties, pour la première partie, le temps est assez limité, donc on va essayer de pouvoir faire un rapide état des lieux en 10 minutes l'un et puis l'autre. Alors, donc Yves, donc nous savons que le budget de la santé de l'État est victime des politiques d'austérité et qu'on parle souvent de détricotage de notre système de sécurité sociale en Belgique notamment. Or, les budgets de l'État alloués aux soins de santé augmenteraient d'année en année, mais ça ne correspond pas du tout aux besoins. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ceci, s'il te plaît? Et alors, oui, bien si on pouvait sûr. le mettre en... Ouais, super, comme ça, on le voit Bonjour. très bien.
Alors, Fanny en a déjà parlé, Stéphane aussi. On est avec un dispositif où il y a une augmentation des dépenses en soins de santé, mais la répartition de ces dépenses joue un rôle vraiment important dans la manière dont on peut imaginer qu'on répond aux besoins de la population. Donc, du côté du bureau du plan, on identifie la croissance des budgets nécessaires pour répondre aux évolutions des besoins en matière de soins de santé dus au vieillissement de la population et aux aspects plus médicaux et techniques, les technologies qui évoluent, etc., à environ 3% donc d'augmentation annuelle pour couvrir les besoins, donc l'évolution des besoins. À côté de ça, évidemment, la répartition entre les différents secteurs, entre les différentes lignes de soins a une importance. À la fois, on voit, et Fanny en a parlé, l'insuffisance des moyens sur tout ce qui est prévention et première ligne. Et on a un système en Belgique énormément centré sur l'hôpital, ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme. Et deuxième élément, à l'intérieur même du type de prestation, on a la question de ce qui est utilisé comme moyen par rapport à l'aspect plutôt commercial. Et on parle essentiellement là de la vision pharmaceutique et notamment de l'augmentation des budgets pharmaceutiques. Donc, si on regarde en gros les chiffres des dernières années, donc les derniers gouvernements, dans les années jusqu'aux années 2010, on était avec un taux de croissance moyen de 3,5%, avec à peu près un équilibre entre, si on prend par exemple l'exemple des soins infirmiers à domicile et l'exemple du pharma, à peu près un taux de croissance autour des 3,5-4%. Avec les années 2011-2014, si on regarde d'IRUPO, on était avec une augmentation de la croissance moyenne qui a diminué fortement. On est passé à 1,5, 1,2 environ, mais une diminution des dépenses au niveau pharmaceutique, moins 2,4%, et une augmentation dans d'autres secteurs comme les soins infirmiers à domicile, dans la première ligne, de 5,5%. Avec le gouvernement Michel de Bloc qui a suivi, on se retrouve à ce moment-là à une croissance générale de 0,2, mais à l'intérieur de ça, 3,2 d'augmentation pour les secteurs pharmaceutiques. Et donc, on voit très bien qu'en fait, il y a des choix politiques par rapport aux moyens qu'on injecte dans le système. Et quand Fanny dit tout à l'heure, mais peut-être qu'on aurait assez avec les dépenses actuelles, si on les réallouait, si on choisissait d'autres moyens, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Il est clair aujourd'hui qu'on pourrait mettre beaucoup plus d'argent dans la prévention et dans la première ligne et avoir de ce fait moins de dépenses dans la deuxième et la troisième ligne. De la même façon, si on dépensait moins dans le pharma à travers des modèles kiwi ou des modèles qui visent à faire la pression sur le coût des médicaments, et là, il y a un travail énorme à faire en Belgique, mais aussi en Europe, pour rester suffisamment fort pour imposer aux firmes pharmaceutiques une série d'éléments importants. Donc, clairement, oui, on a un problème là d'affectation des moyens, mais aussi de moyens réellement affectés. Sur la gestion même de la sécurité sociale, tout à l'heure, on le disait aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une capacité d'une sécurité sociale qui garde des moyens réels démocratiques, c'est-à-dire une gestion qui peut affecter les moyens là où il le faut et avec une gestion plus paritaire? C'est clairement une attaque en règle qu'on a vécue ces dernières années pour que l'État utilise la sécurité sociale non plus comme un moyen d'affectation, mais bien comme une variable d'adaptation budgétaire. C'est-à-dire que si le déficit public est important, on doit être en capacité de réduire les prestations de sécurité sociale. Et donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place de façon à réduire la capacité de prestation en fonction des moyens disponibles. Et comme on a réduit, dans le cadre des cotisations de sécurité sociale, le montant de la part patronale, eh bien, par définition, nous savons qu'on a entamé ce cercle vicieux. On réduit
la part qui arrive pour la sécurité sociale. On constate que la sécurité sociale est en déficit, donc on doit imposer des mesures de restriction sur les prestations. Ce système, vraiment ce cercle vicieux, il a été entamé avec ce dernier gouvernement de façon massive et machiavélique, c'est-à-dire on risque de ne pas pouvoir l'arrêter si on ne change pas drastiquement les méthodes et le cadre. Merci pour ces explications. J'avais une petite question. On a parlé de troisième ligne tout à l'heure. On en a parlé aussi en début, mais on n'avait pas trop les détails. Est-ce que donc, tu pourrais nous détailler de quoi il s'agit de cette troisième ligne? Oui, bah c'est assez facile. Donc, vous avez d'une part la prévention qui n'est pas considérée en tant que telle comme première ligne, mais dans une vision qui est une vision globale, y compris sur les déterminants sociaux de la santé. On peut la considérer clairement dans la première ligne comme les soins généraux, les soins à domicile, etc. La deuxième ligne, c'est le secteur hospitalier de base, c'est-à-dire qui offre des services de base globaux à la population. Et puis, on a des services de référence hospitaliers, donc qui sont spécialisés, qui devraient devenir des services de référence assez uniques pour un champ de population assez vaste et où on n'a pas besoin là d'avoir ce type de service partout en Belgique, mais où on doit en disposer en Belgique à quelques endroits de façon à être un système de référence où on a pu injecter des moyens financiers importants sur des technologies de pointe. Ok, merci. Donc ma deuxième question, c'est quelque chose dont on a un petit peu parlé aussi tout à l'heure, par rapport à la contribution des citoyens au budget santé et par rapport à la contribution des entreprises, par exemple. Et alors, je rappelle, avant que tu puisses répondre, donc aux personnes qui nous regardent, qui sont dans Zoom, vous pouvez poser vos questions dans l'application Zoom, dans l'onglet questions-réponses. Donc, vous pouvez le faire en cours de route et à la fin, on piochera des questions pour nos invités. Voilà, merci. Oui, donc Stéphane en a parlé tout à l'heure pour les pays du Sud, mais on est dans un schéma et il a fait référence aussi au fait que la Belgique est un très mauvais élève en la matière. Donc, on est en Belgique un des pays où, au niveau européen, on paye le plus de ce qu'on appelle l'out of pocket, c'est-à-dire ce que le bénéficiaire des soins sort de sa poche pour contribuer au financement. On a un financement direct des prestations, c'est ce qu'on appelle souvent le ticket modérateur, c'est ce que les gens doivent mettre de leur poche quand ils sortent de l'hôpital, qu'ils reçoivent la facture, qu'ils disent « Ah, après tout, il y a quand même une part que vous devez payer, hors des suppléments d'honoraires, c'est la part que les mutuelles ne prennent pas, hein, c'est soi-disant ticket modérateur, ce qui fait que les gens ne vont pas avoir trop souvent recours aux soins de santé, comme si c'était eux qui prescrivaient leurs médicaments, comme si c'était eux qui faisaient exprès de dépenser des soins de santé, qu'on allait se faire piquer exprès ou se faire des prises de sang par plaisir. Mais enfin, on les a appelés les tickets modérateurs. Mais ce qui est développé beaucoup en Belgique, notamment, ce sont les assurances privées, c'est-à-dire un financement complémentaire privé qui garantit une intervention des assurances sur les surcoûts. Et c'est par rapport à cela aussi que vient se poser le problème des honoraires, des sur-honoraires médicaux, c'est-à-dire des compléments de chambre particulière, par exemple, ou autres, qui sont couverts par les assurances et donc, peu importe, hein, c'est couvert par les assurances, donc on peut y aller, le tiroir caisse est ouvert, on y va. Et là, évidemment, l'augmentation exponentielle de ces compléments d'honoraires fait que les primes d'assurance augmentent, on est en train de se balancer à chaque fois et que globalement, ça devient de plus en plus impossible pour les gens de couvrir ce financement complémentaire. Donc, on est vraiment dans là aussi un cercle vicieux qui fait qu'on exclut de plus en plus de gens de la capacité financière, donc de ce qu'on appelle l'accessibilité financière aux soins de santé. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en termes de sécurité sociale, on réduit les cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire les moyens de base pour financer la sécurité sociale et les soins de santé. Comme l'État, d'un autre côté, ne vient plus avec un budget d'équilibre en fin d'année pour dire la sécurité sociale doit toujours être en équilibre, mais où conditionne, moi je veux bien vous aider à condition que vous fassiez des réductions de ce qui est remboursé, la part à couvrir par le bénéficiaire, donc par la personne malade en l'état,
eh bien, elle augmente de plus en plus. C'est comme ça qu'on arrive quasiment à 25% en Belgique, en ayant réduit ce que les entreprises payent et à travers les cotisations de sécurité sociale et à travers les impôts. On est dans un système donc où on développe un financement alternatif des soins de santé qui est un financement commercial. Si vous mettez à côté de ça le fait que les opérateurs de prestations de soins deviennent de plus en plus commerciaux, c'est ce que Fanny expliquait, dans les soins de santé de type maison de repos, bien sûr, mais dans les laboratoires de biologie clinique, dans tout ce qui est sous-traité maintenant dans les hôpitaux, hein, où de plus en plus de ces services sont donnés au secteur commercial, et avec la pression de l'Europe sur les budgets de santé sociaux, on est clairement là, maintenant dans la crête, au-dessus de la crête, ou bien on continue à travailler dans une protection sociale globale accessible à tous, qui vise l'universalité de la protection, ou bien on bascule sur le versant commercial tel que les États-Unis, c'est-à-dire une assurance de base extrêmement limitée, une assurance privée complémentaire très importante et de l'humanitaire pour les autres. Merci Yves. Alors, pour poursuivre, je vous propose de s'intéresser un peu plus maintenant à la contribution des entreprises à ce pot commun et aux multinationales plus particulièrement, car on sait que beaucoup de ces multinationales utilisent des pratiques d'évasion fiscale pour payer moins d'impôts, avec des mécanismes souvent légaux, mais à nos yeux illégitimes. Et donc, parmi ces multinationales, nous avons donc les géants pharmaceutiques qu'on a déjà cités en début de webinaire, comme GSK, par exemple, en Belgique. Et d'ailleurs, dans ce genre de situation dans laquelle nous vivons actuellement, dans une crise sanitaire, on fait appel à ces multinationales pharmaceutiques pour créer des vaccins, par exemple. Alors, Andrea, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un rapide état des lieux de la manière dont contribuent donc, ces géants du pharma, en parlant notamment du cas de GSK en Belgique? Volontiers, Morgane. Déjà, je dirais qu'ils contribuent très peu proportionnellement aux moyens dont ils disposent. Je vais vous donner directement la conclusion de mon intervention. Chez GSK, puisque vous m'avez demandé de prendre cette entreprise en exemple, eh bien, cette entreprise, en 2018, a payé 0,11% d'impôt des sociétés. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, tu l'as dit déjà, Morgane, en Belgique, l'évasion fiscale légale est tout à fait possible. Et lorsque tu es une grande multinationale active dans le domaine pharmaceutique, on va t'aider à diminuer ton impôt. Alors, je vais maintenant m'attarder sur les mesures spécifiques propres donc à ces grandes multinationales. Je vais m'attarder rien que sur celle-là. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres mesures fiscales, les autres cadeaux fiscaux et parafiscaux ne s'appliquent pas à ces entreprises. Elles s'appliquent bel et bien. Ensemble avec Yves et d'autres personnes qui nous écoutent, nous avons mis souvent en avant une des premières mesures du gouvernement MRNVA, c'était le tax shift. Eh bien, le tax shift va tout à fait s'appliquer aussi aux grandes multinationales. Donc, les mesures ici pour lesquelles je vais m'attarder, ce sont des mesures qui viennent en plus des cadeaux fiscaux intersectoriels que l'on connaît par ailleurs. Il y en a 4 principalement, des aides, des cadeaux fiscaux lorsque on est une multinationale. La première s'appelle la déduction sur revenus d'innovation. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on reconnaît dans une entreprise que des revenus, du bénéfice, peut venir directement d'activités innovantes. Eh bien, ce bénéfice-là sera calculé à l'aide d'un pourcentage et on va déduire la somme qui devra être reversée à l'impôt des sociétés. Donc, concrètement, de quoi s'agit-il? On va se focaliser sur les revenus qui proviennent d'innovation parce qu'on a un brevet ou parce qu'on a simplement le droit d'utiliser un brevet ou une propriété. Et à partir de ces revenus-là, on va être taxé simplement à hauteur de 15%. On ne sera pas taxé sur l'entièreté des revenus qui viennent de l'innovation,
uniquement 15% seront soumis à l'impôt des sociétés. Le fil rouge de mon intervention, comme vous me l'avez demandé, c'est GSK. Eh bien donc, pour GSK en 2018, une telle mesure veut dire combien d'argent? Plus de 510 millions d'euros ont été déduits rien que par cette mesure, rien que sur l'année 2018. 510 millions par cette mesure qui s'appelle déduction sur revenu d'innovation. Ça, c'est une première aide qui existe. Une deuxième aide qui existe, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt pour les actifs, favorisant la recherche et le développement. Eh bien là, on pointe au fait les investissements réalisés par les entreprises dans de l'innovation. Et ces investissements, une partie de ces investissements, de nouveau un pourcentage de ces investissements, pourront être directement imputés de l'impôt qui doit être versé par les entreprises. Donc, on va faire le calcul fiscal dans cette entreprise et ensuite, on prendra un pourcentage de l'investissement réalisé par cette entreprise durant l'année sur les recherches et le développement et on l'imputera de l'impôt des sociétés. De nouveau, pour GSK, cela signifie 15 millions d'euros rien qu'en 2018, pratiquement 16 millions. Troisième mesure dont bénéficie une multinationale active dans la recherche et le développement, et ici, étant donné le sujet dans le monde pharmaceutique, ce sont les amortissements accélérés. Alors, ceux qui ont déjà des bases en comptabilité savent de quoi il s'agit. Dans une entreprise, on achète des biens, on dispose de biens, des actifs, et on a le droit, on doit les amortir d'année en année. À partir du moment où vous avez acquis des biens qui sont en lien avec la recherche et le développement, on vous permet de les amortir en 3 ans. Et donc, c'est énorme. Ça veut dire que sur une période de 3 ans, on va pouvoir amortir, déduire l'investissement qui a été réalisé pour acquérir quelque chose. C'est une mesure aussi qui a un impact très important, notamment chez GSK, mais là, je n'ai pas de chiffres. Je vous ai dit, il y a 4 mesures. La 4e, c'est ce qu'on appelle le subside salarial pour les chercheurs. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont en tête leur fiche de paie, sur une fiche de paie, on retrouve le salaire brut, on retrouve les cotisations à l'ONSS et on retrouve le précompte professionnel. On sait, je pense un peu tous, que les cotisations à l'ONSS, ça va pour la sécurité sociale. Et le précompte professionnel, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait appris, va à l'État. Eh bien, cette mesure de subside salarial sur les chercheurs fait en sorte que le précompte professionnel des chercheurs ne va pas intégralement à l'État. Concrètement, à partir du moment où votre statut de chercheur est reconnu dans l'entreprise, 80% du précompte professionnel reste dans l'entreprise. Donc, sur la fiche de salaire du travailleur, il y aura toujours la ponction de son précompte professionnel. Prenons l'exemple, il a un précompte professionnel de 1 000 euros. Ce sera bien 1 000 euros de son salaire brut qui sera imputé, mais 800 euros, 80%, 800 euros de ces 1 000 euros resteront dans l'entreprise. Voilà les 4 mesures phares qui aident aujourd'hui des entreprises telles que GSK, des entreprises qui sont actives dans la recherche et le développement et aussi donc dans l'industrie pharmaceutique, qui les aident massivement. Et je reviens sur le premier message que je vous avais dit, GSK, en 2018, c'est 0,11% d'impôt. Super, merci beaucoup pour cette réponse très pédagogique et complète. Voilà, donc je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent qu'elles peuvent poser leurs questions dans l'application questions-réponses sur Zoom. Et donc je remercie Andrea Della Vecchia, donc, qui est secrétaire fédérale à la FGTB, et Yves Ellendorf pour la CNE, qui vont encore rester avec nous pour pouvoir répondre aux questions d'ici 10 minutes. En attendant, je vous propose donc de rejoindre notre 3e invité de cette 2e partie du webinaire. Vous êtes prête? Monique Pinson-Charlot avec ma collègue Violette. Violette, c'est à toi. On t'entend. Bonjour à tous. Et donc, on est en direct avec Monique Pinson-Charlot, j'espère que vous entendez.
J'espère que vous m'entendez. Super. Merci Monique Pinson-Charlot d'être avec nous dans ce festival Justice fiscale. Vous êtes sociologue, directrice, ancienne directrice de recherche au CNRS. Et avec votre mari, Michel Pinson, vous avez étudié essentiellement les classes dominantes. Et d'ailleurs, vous avez sorti divers ouvrages comme La violence des riches, Le président des riches ou encore Tentative d'évasion fiscale. Alors, juste pour une information, Madame Monique Pinson-Charlot nous suit via Skype, c'est-à-dire qu'elle nous entend, vous entendez ce qu'elle dit, mais elle ne peut pas entendre ce que vous dites. Donc, pour les questions, ça clarifiera un peu la difficulté technique qu'on va devoir adapter. Alors, tout d'abord, je voudrais démarrer cette intervention par votre réaction sur la vidéo que vous avez pu aussi consulter de Silence on braque. Alors, j'ai trouvé cette vidéo très, très efficace, c'est-à-dire qu'elle nous montre la violence des riches, la violence des dominants qui viennent piller le système de santé en s'introduisant masqués avec le masque blanc et en costume noir et cravate à l'intérieur même de l'hôpital. Et cette violence-là, visible, assumée, ouvertement, personne n'intervient, ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent, ils vont même jusqu'à débrancher un enfant. C'est tout simplement la violence que nous ressentons, Michel et moi, dans nos recherches sur les criminels en col blanc, c'est-à-dire tous ceux qui détiennent les titres de propriété et qui forment aujourd'hui, si vous voulez, une oligarchie. Une oligarchie, ça veut dire que ce sont des gens qui s'approprient toutes les richesses et tous les pouvoirs. D'accord. Et la différence, c'est qu'à la fin de la vidéo, il y a une référence aux entreprises si elles ne payent pas leurs impôts. Et il me semblait que c'était important pour vous de différencier les entreprises par rapport à justement les cols blancs, comme vous les appelez. Oui, c'est-à-dire que il faut être toujours très attentif. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre rôle de sociologue que d'attirer l'attention là-dessus, que souvent on a tendance à réifier. C'est-à-dire, on parle des entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Non, ce sont les actionnaires, ce sont les responsables, les propriétaires de ces entreprises qui refusent de payer l'impôt, c'est-à-dire qui refusent de contribuer à la solidarité sociale, qui refusent de contribuer à la solidarité nationale. Parce que pour eux, ils n'ont qu'une seule patrie, ils n'ont qu'une seule société, c'est leur classe sociale, une classe sociale internationale et aujourd'hui la classe des capitalistes totalement mondialisée. Et selon vous, alors, qu'est-ce qui leur permet en fait de mettre en place et de le faire en fait à visage couvert, mais en toute impunité? Eh bien, c'est une belle métaphore, c'est un beau symbole de la réalité du fonctionnement de cette oligarchie qui, sur le devant de la scène, est en costume cravate, présente bien, élégant, bonne manière, talons hauts, tailleur Chanel et tout ça. Et puis dans les coulisses, c'est nous on parle même de crimes contre l'humanité, de choix criminels par rapport au respect de l'humain, au respect de la santé, au respect de l'éducation. Et comme ils ont tous les pouvoirs, ils dominent non seulement le secteur de la santé, mais ils dominent aussi le secteur de la politique qui aujourd'hui est totalement marchandisé au profit des puissances d'argent. Ils dominent la démocratie, pareil, marchandisée au service des puissances d'argent. Et si vous voulez, tous les domaines de l'activité économique et sociale, jusqu'au dérèglement climatique, sont sous contrôle d'une petite oligarchie de ces 42 milliardaires qui contrôlent aujourd'hui
qui ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre du reste de l'humanité, 3,5 milliards d'êtres humains. Donc des inégalités pareilles à l'échelle de la planète, c'est du jamais vu. Okay. Et donc j'en arrive à ma dernière question qui, je pense, mérite réflexion. Et selon vous, en fait, quels sont les leviers à disposition des citoyens pour imposer une justice fiscale et donc aussi de favoriser l'accès aux soins de santé? Alors, les leviers sont ambivalents, c'est-à-dire que par exemple, alors tous les syndicalistes qui sont intervenus déjà avant moi, toutes les interventions qui ont eu lieu, nous avec Michel, tout le travail qu'on a fait, qui a été publié, comme vous l'avez dit, tentative d'évasion fiscale, tout le monde se bat pour faire un travail formidable, mais si on est honnête avec soi-même, on se rend compte au bout d'un moment qu'en réalité, on leur rend service. C'est-à-dire que plus on travaille sur la fraude fiscale, plus eux, ils savent ce que l'on fait et ils opacifient toujours plus leur fraude fiscale. Et donc, si vous voulez, on croit gagner une bataille, mais en réalité, on a perdu la guerre. Parce que ce qu'il faut, c'est toujours avoir conscience, c'est très très bien de s'occuper de manière spécialisée des problèmes de santé, de justice fiscale, mais il ne faut pas oublier la cause de tout ça. Et la cause, c'est une classe sociale au sens marxiste du terme, de type capitaliste, qui exploite les êtres humains, qui exploite la nature sous sa forme animale et végétale. Ok. Et concrètement, là, qu'est-ce que les citoyens peuvent s'emparer pour agir et pour favoriser justement lutter ensemble? Concrètement, les premiers moyens qu'ils peuvent mettre en place. Je suis sociologue, donc je ramène toujours. Alors, ce qu'ils doivent faire absolument, c'est ce que nous appelons la vigilance oligarchique, c'est-à-dire que si on veut se spécialiser sur un domaine, il faut absolument toujours remonter tous les fils et personnifier, donner des noms de la chair et du sang sur le squelette de la domination, donner des noms sur ceux qui mènent la guerre dans ce secteur-là de la santé, de la justice fiscale. C'est-à-dire qu'il faut travailler, ce que font les syndicalistes et tout ce que vous avez fait au cours de ce magnifique échange, mais en ayant toujours en mémoire qu'il y a des criminels en col blanc qui sont toujours derrière et qui mènent la guerre. C'est une guerre des riches contre les pauvres. Et cette guerre de classe, il faut vraiment en avoir conscience pour aujourd'hui que l'espèce humaine est menacée, que la planète elle-même est menacée, être à la hauteur de la situation et du rendez-vous historique que nous avons tous vis-à-vis des générations futures et de la planète et de l'humanité. D'accord, je vous remercie pour votre intervention. Je vais donner le micro à ma collègue Alice pour faire le partage des questions et je vous garde avec moi, du coup, Monique Pinson-Charlot, afin de pouvoir répondre aux questions. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Donc, plusieurs questions. Alors, il y a une question qui concerne directement Yves Ellendorf, et puis les autres sont plus ouvertes, à voir peut-être quel intervenante souhaite y répondre. Donc, la première question était plus sur la question du pot commun. Le fait que, voilà, on demande en plus du pot commun auquel chacun et chacune participe, de faire des dons. Là, dans le cas de la crise du Covid-19, il y a de plus en plus d'appels à dons de la part des hôpitaux. Du coup, en plus de ce pot commun, est-ce que finalement, ce n'est pas l'hôpital qui se fout un peu de la charité? Voilà la première question qui était adressée à Yves Ellendorf. Alors, peut-être on commence avec celle-là, puis après, ce sont des questions un peu plus générales, je dirais, donc on y reviendra. Oui, donc c'est bien le problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on en arrive à relancer, c'est ce que moi j'appelais tout à l'heure, l'humanitaire. Donc il y a à la fois un service d'assurance, de protection sociale
qui a été minimisé, qui a été réduit, qui se complète par une assurance privée pour ceux qui en ont les moyens. Et puis, à côté de ça, il y a l'humanitaire. Et l'humanitaire, ça signifie qu'on va chercher un financement à votre bon cœur, madame, à votre bon cœur, monsieur, pour assurer un service de base qui devrait l'être à travers un financement public et solidaire. C'est-à-dire, public et solidaire, ça veut dire que c'est l'autorité publique qui le gère, et solidaire, ça veut dire que les épaules les plus larges doivent contribuer beaucoup plus. Et on ne contribue pas en fonction du risque qu'on court, on contribue en fonction des moyens qu'on a dans la solidarité. Et le système de cotisation de sécurité sociale et le système d'impôt sont les deux manières qui se complètent pour arriver à ce qu'il y ait un financement suffisant. Si demain, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner dans une crise comme celle-ci qu'en faisant appel à des dons privés, mais c'est la même chose par rapport aux médicaments quand on parle de la recherche scientifique. Aujourd'hui, dire qu'on fait appel à des dons privés pour faire de la recherche sur des médicaments, et notamment dans le cadre des maladies orphelines ou du cancer, par exemple, puisque là où la maladie d'enfant, ça fait pleurer, c'est où tout le monde se rappelle de Pia, la petite fille pour laquelle on a été chercher un crowdfunding, eh bien, on est clairement là dans le fait que l'autorité publique considère que c'est hors du financement de base. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a alors un financement de base qui a été diminué et le complément, on doit trouver des alternatives de financement. C'est honteux, mais c'est le choix et ça n'est pas un choix purement économique. Économiquement, nous sommes tout à fait capables en Belgique d'assurer ces fonctions globalement et l'universalité de la couverture. C'est un choix politique, c'est un marché. On veut redonner à l'ensemble des moyens de la santé une orientation mercantile, c'est-à-dire c'est un marché qu'on doit ouvrir. Quand on parle du TTIP, donc, c'est-à-dire qu'on veut libéraliser les investissements, en Belgique, qu'est-ce qui n'est pas encore libéralisé comme investissement? Ce sont les fonctions de protection sociale, les fonctions étatiques. On veut en faire un marché. Alice, est-ce que... Oui, alors il y avait une question qui était plus une question donc à Andrea Della Vecchia sur la question de l'affaire GSK. Ici, c'est plus quelqu'un qui était intéressé par vraiment avoir plus de contenu, si éventuellement vous avez des supports, des études, des livres, quelque chose à conseiller pour pouvoir se nourrir et en apprendre plus. Je n'ai pas une seule source qui me vient en tête. Et c'est vrai qu'on m'avait demandé d'intervenir principalement chez GSK parce que ce grand groupe est sollicité durant cette crise et juste avant la crise, il a annoncé un licenciement collectif. Mais directement, ce qui me vient en tête, c'est un récent article que nous avons publié sur la plateforme Econosphère. Et sur cette plateforme Econosphère, on a publié un article qui se penche finalement sur les cotisations nettes à la sécurité sociale. Et je voudrais ainsi aller dans le sens de mon collègue Yves qui vient d'intervenir. Donc, au fait, on a tenu compte de tous les cadeaux sur les salaires dont bénéficient les entreprises. Et on s'est rendu compte que finalement, déduction faite des cadeaux fiscaux, les cotisations sociales atteignaient au maximum 3,27%. Donc, vous m'entendez bien, 3,27%, c'est la cotisation patronale nette à la sécurité sociale. Et avec ces 3,27%, cette sécurité sociale doit payer les chômages temporaires, doit aussi financer les soins de santé, etc. Donc, voilà, je ne réponds pas directement. Il y a plusieurs textes qui abordent finalement les cadeaux aux entreprises et j'en ai pointé un qui vient d'être publié sur Econosphère. Ok, alors peut-être rassembler plusieurs questions adressées plutôt à Monique Pinson-Charlot. Violette, je suppose que c'est toi qui les transmets. Bon, alors il y avait évidemment la question est-ce qu'on a l'oreille des politiques quelque part par rapport à tout ça et de l'autre côté, tout un tas de personnes qui posent la question du coup de l'organisation à partir de mouvements citoyens pour contrer ces mécanismes.
il y a déjà pas mal de mouvements qui se créent, y compris les nouveaux mouvements de patients experts et acteurs qui s'organisent aussi face au lobby des entreprises pharmaceutiques. Ces lobbies qui sont développés et soutenus, d'après cette spectatrice, ou c'est un spectateur, par Maggie de Bloch. Donc c'est vraiment, est-ce qu'il faut attendre en fait un accident plus grave, un accident de type nucléaire, pour que quelque chose se mette en place, ou bien au niveau citoyen, y a-t-il quelque chose de faisable? Alors, je vais essayer d'être concise. Oui. Alors, une des premières questions, c'est est-ce que les acteurs politiques, les responsables politiques ont l'oreille attentive justement à tout ce que vous avez, tout ce que vous dénoncez, et Oui. aussi l'importance de s'organiser en mouvement citoyen pour essayer de contrer ces mécanismes. Est-ce que ce serait envisageable, et notamment en fait les mouvements qui se créent de plus en plus, des mouvements de patients experts, est-ce qu'il y a des moyens, ces leviers-là peuvent permettre de contrer ces mécanismes, en fait, simplement? Alors, en ce qui concerne, est-ce que les hommes politiques, les politiciens, ont-ils l'oreille attentive par rapport à tout ce que j'ai pu dire? Ils n'aiment pas mes interventions, mais ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire que tout ce que nous avons écrit, 27 livres, des dizaines et centaines de rencontres et d'entretiens comme aujourd'hui avec vous tous, eh bien, c'est l'exacte vérité. Ils nous ont reçus pendant des années chez eux. On a bien compris comment le pouvoir fonctionnait, et nous avons fait des enquêtes, et ils ont toujours été d'accord. Et là, même avec le dérèglement climatique, avec tout ce que j'ai dit, ils sont d'accord. Simplement, ce qu'ils veulent, là où ils ne sont pas contents, c'est que nous le disions. Parce que tout doit être masqué. On ne doit pas se rendre compte que l'on est face à un capitalisme prédateur, un capitalisme qui est en train de détruire la planète, et on doit continuer à croire qu'on peut lever des petits leviers dans le marché de la contestation sociale, continuer à croire qu'en se réunissant et en faisant tout ce qu'on fait, on va finir par y arriver. Non, il faut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus important, qui relève d'une solidarité des dominés très forte, qui relève de la grève générale, qui relève de la désobéissance civile, qui relève de choses non violentes, mais très déterminées. La situation est vraiment très grave. Nous devons être responsables devant ce rendez-vous historique, et j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas faire bisounours, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir changer le monde capitaliste demain. Cela se fera, mais cela ne sera pas une partie de chatouille. Et donc, à nous d'être solidaires, déterminés dans notre détermination à mettre fin à un système qui est prédateur et criminel du point de vue de l'avenir de la planète et de l'humanité, sans se raconter toujours des petites histoires tendres et pleines d'espoir. Notre sociologie est désenchanteuse, mais c'est en connaissant les déterminismes sociaux, c'est en connaissant la vérité de leur prédation que nous vaincrons. Parce que l'idée de la liberté ne peut émerger que si l'on connaît bien les déterminismes, que si l'on connaît bien l'adversaire. Pour le mettre à bas, il faut connaître sa puissance et ne pas la sous-estimer. Ils sont puissants, ils ne sont pas nombreux, et s'ils réussissent, c'est grâce à nous, c'est grâce à notre complicité, c'est grâce à notre servitude involontaire. Donc, dans un type de colloque comme celui que vous organisez, il est très important de ne pas vous quitter en disant « sale Audriche ». Il faut que se remettre aussi soi-même en question dans sa capacité d'accepter l'inacceptable. Merci. Est-ce que, Alice, il y a encore d'autres questions?
J'ai cru comprendre qu'on n'avait pas trop le temps. Je pourrais juste dire peut-être une dernière remarque qui était qu'à la fois toute cette analyse et dénonciation est très intéressante, mais qu'à la fois c'est un peu, parfois ça fait un peu peur de se dire qu'on ne peut pas réveiller l'humanité d'individus et que donc peut-être voilà, il y a tout un tas d'individus qui pourraient aussi rejoindre quelque part ce combat et que tout n'est pas perdu chez ces gens-là, en gros. Voilà. C'est plus un constat qu'une question. Sinon, Violette, peut-être que moi j'allais proposer à Yves Ellendorf ou Andrea Della Vecchia s'ils avaient envie de réagir ou par rapport à ce qu'a dit Monique. Il nous reste 4 minutes, sinon on peut continuer sur le timing. Morgane. Moi, je veux bien juste 1 minute, mais après Andrea. Vas-y, Andrea. T'en prie, Yves. Morgane, choisis. On te voit, Yves, maintenant, donc vas-y. Ah, ok. Désolé. On est loin les uns des autres, mais proches dans nos objectifs, je pense. Donc, simplement pour dire qu'on arrête de croire qu'il y a une réalité économique qui fait qu'on doit choisir un modèle commercial et un modèle qui privilégie les investissements capitalistes au détriment du bien-être de la population. Ça n'est pas une réalité économique. La Belgique est un pays riche. La Belgique a de quoi se payer une santé et une protection sociale universelle avec un niveau de bien-être bien plus élevé que celui qui est aujourd'hui, celui qu'on vit. Il y a des choix politiques qui font qu'on veut aller vers un autre modèle. Et nous espérons vraiment que ce qui se passe aujourd'hui avec cette crise démontre que ce sont ces choix économiques, entre guillemets, c'est-à-dire ces choix politiques, qui amènent l'incapacité à gérer correctement cette crise et que demain, il y aura suffisamment de mouvements sociaux multiples et convergents pour dire c'est pas le modèle qu'on veut, il y a moyen de faire un autre modèle. Merci. Et alors, Andrea? Oui. Eh bien, moi, je voulais abonder dans le sens de Monique. Force. Vous m'entendez? D'accord. On a un problème de rapport de force. C'est une évidence. Aujourd'hui, ce rapport de force est concentré auprès de quelques détenteurs de capitaux. Aujourd'hui, le message que l'on porte avec Yves et tous nos collègues syndicaux ne percute pas. Ça ne marche pas. On ne veut pas nous entendre. On n'a pas droit à la tribune. Et c'est lié aussi à la passivité des citoyens. Dans la magnifique vidéo, tristement magnifique vidéo que vous avez diffusée au début d'Oxfam sur Silence, on braque, il y a cette passivité des citoyens qui acceptent finalement toutes ces économies au détriment de la collectivité. Et cette passivité, ce manque de tribune que nous avons, ce rapport de force qui est trop auprès de quelques-uns rend notre discours tout à fait inaudible. Il ne percute pas, il n'est pas relayé, il n'est pas pris en main par les politiques et ça crée une grande frustration. Nous l'avions déjà avant la crise, mais ici on le vit encore plus. Merci. Voilà, juste Violette, vas-y. Une petite dernière intervention de Madame Pinson-Charlot. Je vous en prie pour réagir. Écoutez, j'admire le travail que vous faites, les ONG qui justement s'intéressent à l'ensemble des rapports de force entre les pays riches et les pays pauvres, parce que les pays pauvres ne sont pauvres que parce que nous sommes riches. Et ça, je pense que c'est très important quand on travaille sur le système de santé et l'injustice fiscale en Belgique, de toujours penser au passé colonisateur de son propre pays. Comment toute cette richesse, tous ces ordinateurs avec les métaux rares, les bicyclettes électriques, les voitures électriques, et tout ça, tout notre niveau de vie se fait au détriment des pays africains, où là, il y a une misère qui est énorme, puisque, à propos de santé, il y a quand même 54 millions
d'êtres humains qui meurent de faim ou des suites de la faim chaque année dans le monde. Donc les rapports de force doivent être déclinés aussi, comme vous le faites, à l'échelle de la planète. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Et puis, sûrement, nos chemins se rencontreront parce que là, nous avons vraiment un rendez-vous très important à la suite de cette maladie terrible, le coronavirus, Covid-19, qui n'est en réalité qu'un virus du système capitaliste qui a déforesté, qui a pillé la nature et qui fait que désormais, les virus des animaux rentrent dans l'être humain et en entrant dans l'être humain, ils deviennent pathogènes. C'est la première secousse d'un séisme terrible qui nous attend, sauf si nous, on arrive à faire une omelette avec tous ces œufs. Voilà, on va casser les œufs et faire une omelette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monique Pinson-Charlot. Merci. Merci à vous. Merci Violette et merci à nos trois invités, donc Andrea Della Vecchia, Yves Ellendorf et Monique Pinson-Charlot. Ceci donc clôture la deuxième partie de l'émission. Un tout grand merci encore à nos invités et alors je passe la parole à Laura pour la troisième partie. Oui, en effet. Et alors avant même de rentrer dans le vif de cette troisième partie, je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui nous suivent ce soir qu'on sait bien que cet exercice est un peu frustrant. On est vraiment dans un mode conférence. On ne sait pas pour l'instant construire tous ensemble, mais on vous propose un rendez-vous justement citoyen le mercredi 20 mai qui va vraiment clôturer tout ce cycle d'émissions, de webinaires. Donc mercredi 20 mai à 14h ou à 15h, je ne sais plus, mais vous retrouverez les infos sur le site du CNCD 1111 et sur la page Facebook. On propose une grande assemblée citoyenne digitale pour aller plus loin justement, pour réfléchir ensemble aux mobilisations futures et voir justement comment travailler ensemble la mobilisation et le rapport de force dont nos différents intervenants nous parlaient tout à l'heure. Voilà, et donc pour la troisième émission, troisième partie de l'émission, c'est vrai qu'on a vu jusqu'à maintenant que le manque de participation des plus riches au pot commun a affaibli la capacité des États à assurer un accès de toutes et tous aux soins de santé au nord comme au sud, mais finalement la fiscalité, ça reste un outil essentiel de redistribution des richesses. Alors comment on peut faire pour la rendre plus juste? Comment faire en sorte que chacun contribue à sa juste part, même et surtout les plus riches? On a avec nous Mike Van Merhague d'Oxfam Solidarité, qui est là pour nous parler de solutions, des leviers, des revendications du secteur des ONG et autres par rapport à plus de justice fiscale. Est-ce que Mike, tu es avec nous? Oui, je suis là. Eh bien, écoute Mike, on t'écoute. Ok, est-ce que vous pouvez me voir ou... Oui. Ok, donc bonjour tout le monde. Donc, comme Laura a dit, je suis Mike, je suis chargée de plaidoyer chez Oxfam Solidarité et je travaille sur les thématiques d'évasion fiscale et aussi d'inégalité. Et je vais vous proposer quelques solutions pour se battre contre l'évasion fiscale et aussi la compétition fiscale entre les États dans le monde entier. Comme vous avez dit déjà, je pense, l'évasion fiscale est une très grande problématique. Les gouvernements dans le monde entier perdent 650 milliards de dollars de recettes fiscales chaque année à cause de l'évasion fiscale des multinationales. Mais il y a aussi la problématique de la compétition fiscale. Et ça, c'est le fait que les États dans le monde se battent l'un contre l'autre pour attirer des multinationales. Et afin d'attirer des multinationales, ils font baisser leur taux d'impôt pour les multinationales. Et donc, comme ça, les multinationales payent de moins et de moins d'impôts. Et ça, c'est vraiment une problématique que nous voulons résoudre avec beaucoup des autres partenaires et des organisations comme aussi le CNCD. Et je vais vous présenter quelques solutions pour se battre contre ça. Parce que, je veux être honnête avec vous, c'est une problématique très compliquée, très technique et c'est difficile pour trouver des solutions et pour les implémenter.
Mais de notre côté, il est aussi très important à dire que les solutions existent, ils sont là, mais c'est juste au gouvernement de l'implémenter. Donc, c'est très important qu'on met les gouvernements sous pression, qu'on augmente la pression. Et donc, c'est pour ça que j'aime vraiment aussi la campagne du CNCD pour la justice fiscale, parce qu'on a besoin de ça pour créer la sensibilisation et pour augmenter la pression. Alors, les solutions, c'est quoi? Il y a beaucoup de solutions, mais je vais vous présenter 4 les plus importants qui sont partagées par CNCD et Oxfam. Et une solution qui est vraiment importante pour établir la justice fiscale et qui peut nous aider à établir la justice fiscale, c'est vraiment la transparence fiscale. Au moment actuel, on ne sait pas comme citoyen ou comme société civile combien d'impôts une multinationale paye. Donc, ça, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas si une multinationale paye sa juste part d'impôts et on ne peut pas comment tu dis en français, les mettre sous pression pour payer plus si on ne sait pas les faits. Donc, une recommandation très importante pour Oxfam et CNCD, c'est que les multinationales doivent publier leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, le montant d'impôts qu'ils payent dans chaque pays où ils sont actifs. Et alors, on n'a plus d'informations et on peut les mettre plus sous pression pour payer leur juste part des impôts. Et c'est aussi important que ce n'est pas une utopie parce qu'il y a une législation comme laquelle on propose qui est maintenant à la table de l'Union européenne et on n'a juste pas réussi à avoir une majorité pour la législation, mais c'était on avait presque obtenu la majorité, donc voilà, ce n'est pas une utopie. Une deuxième solution qu'on propose, c'est vraiment la taxation unitaire. Donc, au moment actuel, chaque État a sa propre législation et c'est très compliqué, c'est très technique. Et alors, les multinationales abusent la complexité et abusent le fait qu'une législation dans un État n'est pas compatible avec une autre législation dans un autre État. Et alors, on propose un système au niveau européen pour taxer les multinationales, ce qui rendrait le système beaucoup plus simple et qui ferait plus facile de taxer les multinationales. Oui, c'est ça. Donc là pour les multinationales, ce qui se passe, c'est qu'elles peuvent déclarer justement toutes leurs entités comme des entités séparées. Oui. Et donc, ça leur permet de jouer avec les normes fiscales des différents pays dans lesquels elles sont implantées et par exemple de transférer un peu artificiellement des bénéfices dans les pays où ils ont des entités et où ils savent qu'ils seront moins imposés, par exemple. Exactement. Et donc, ça se passe partout dans le monde et même aussi dans l'Union européenne. On a les Pays-Bas, on a l'Irlande, on a des vrais paradis fiscaux près de chez nous. Et donc, alors, on propose vraiment un système européen qui peut abolir aussi les paradis fiscaux dans l'Union européenne. Mais au-delà, on a aussi besoin des solutions globales. Parce que, oui, l'évasion fiscale, c'est aussi un problème global, mais là aussi, c'est très compliqué de faire ou de trouver des solutions globales. De notre côté, ce n'est pas impossible parce qu'au moment actuel, il y a 130 pays qui font des négociations sur les solutions contre l'évasion fiscale. Et donc, ces négociations, ça se passe dans le cadre de l'OCDE. Et une des solutions qui est proposée là-bas, c'est vraiment un impôt minimum pour les multinationales. Et ça veut dire qu'une multinationale, si elle est active dans un pays, elle doit au moins payer ce minimum d'impôt.
Et donc, oui, ça rendrait le profit shifting vers les paradis fiscaux inutile parce que aussi dans les paradis fiscaux, ils devraient payer ce minimum. Donc, alors, c'est vraiment une solution très importante. Et maintenant, donc, ils sont en train de négocier une telle solution. Seul problème, dans l'OCDE, il faut prendre des décisions avec un consensus. Donc, tous les 130 pays doivent être d'accord et il y a beaucoup de pays qui veulent une solution beaucoup plus faible, comme la Belgique, par exemple. Elle plaide vraiment pour un taux minimum assez faible parce qu'elle veut protéger les géants pharmaceutiques. Les géants pharmaceutiques, je pense que c'est déjà dit dans l'émission, payent très peu d'impôts ici en Belgique et ils veulent garder cet avantage fiscal pour les géants pharmaceutiques. Et donc, la Belgique plaide pour une solution très faible et on veut que la Belgique change sa position et prend aussi une position forte dans les négociations afin d'avoir un impôt minimum beaucoup plus fort. Et alors, une quatrième solution qu'on propose, c'est un peu lié avec ça. Donc, comme je viens de dire et comme est déjà dit dans l'émission, il y a des grands avantages fiscaux pour le secteur pharmaceutique ici en Belgique. Il y a la déduction pour les revenus d'innovation et aussi la déduction pour les revenus de brevet. Ça coûte vraiment 10 millions à l'État belge et ça permet aux géants pharmaceutiques de ne payer presque pas d'impôts en Belgique. Donc, des géants pharmaceutiques comme GSK, mais aussi Janssen Pharmaceutica en Flandre. Et bon, on veut simplement qu'il abolit ce système parce que les géants pharmaceutiques font des profits très, très grands. Ils peuvent payer des impôts, mais ils ne le font pas et on pense que ce n'est pas juste et il faut abolir ces cadeaux fiscaux très grands pour le secteur pharmaceutique. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement belge peut faire sans aide. Elle peut juste faire ça soi-même. Ok. Merci beaucoup, Mike, pour cet exercice de nouveau, pas toujours évident de résumer des revendications comme ça en quelques minutes. On a au moins quelques pistes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en ce qui concerne la construction, le fait qu'on s'approprie tous ensemble ces revendications et qu'on construise ensemble peut-être le rapport de force en notre faveur et en faveur de ces revendications-là, de nouveau, je vous redonne rendez-vous le 20 mai pour notre grande assemblée citoyenne digitale. Merci beaucoup, Mike. Et alors, merci aussi d'avoir fait cet effort, cette prouesse même de s'adresser à nous en français, alors que ce n'est pas ta langue maternelle, et avec un discours très, très clair. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Voilà. Et alors, pour finir cette émission, ça nous paraissait aussi très important de pouvoir redonner la parole à des citoyens et des citoyennes. Et pour ça, pardon, voilà, on s'y retrouve. Et bien pour ça, on voulait vous proposer d'écouter un conte radiophonique qui s'appelle Bienvenue en Absurdie. C'est une création collective citoyenne qui a été menée en collaboration par les équipes populaires du Hainaut et le Théâtre des Rues. Alors juste pour vous expliquer en 2 mots, le temps aussi qu'à la régie on puisse préparer la vidéo. Le Théâtre des Rues, c'est une compagnie de théâtre-action qui travaille avec des groupes et des associations qui souhaitent utiliser le théâtre comme outil de transformation sociale et politique. Alors normalement, Bienvenue en Absurdie, c'était un spectacle qui devait être joué en live, c'est avant tout du spectacle vivant, le théâtre-action, mais confinement oblige, le spectacle a été revisité à l'occasion du festival et je tenais à remercier d'ailleurs Laura Bejarano du Théâtre des Rues d'avoir du coup, en des temps records, encore une fois, travaillé pour pouvoir nous proposer ce conte radiophonique. Voilà, si c'est prêt, vous pouvez le lancer.
Il était une fois, dans un petit pays d'Europe, que nous appellerons absurdie, la dette. Dès sa plus tendre enfance, la dette avait été alimentée par la fée sauvetage des banques, la fée explosion des taux d'intérêt et la fée politique fiscale injuste qui s'était penchée sur son berceau. Dans ce petit royaume d'Europe, la dette grandissait paisiblement sous le regard de la population. Cependant, le jour de sa majorité, alors que la fête battait son plein dans les rues, les maisons et les places du petit royaume, un invité surprise chamboula le grand festin. Troïka, cet immense chien de garde à 3 têtes, terrifiait tout le royaume. Une légende disait qu'il gardait la porte des enfers et des coffres-forts des États. Sa première tête, nommée Banque centrale européenne, servait à maintenir la stabilité économique des petits pays et à sauvegarder la valeur de la monnaie unique. Sa deuxième tête, nommée Commission européenne, avait pour but de mettre en œuvre et d'exécuter des politiques qui touchent tous les petits pays d'Europe. Sa troisième tête, nommée Fonds monétaire international, était spécialisée dans la gestion des crises financières et pouvait prêter de l'argent aux petits pays en difficulté. Ce chien à 3 têtes n'était pas venu seul. Une terrible et répugnante femme l'accompagnait. Elle s'appelait Austérité. Austérité sortit de sa valise un gigantesque manuel sur lequel on pouvait lire « Plan d'ajustement structurel ». Comme on jette un mauvais sort, la vilaine femme énonça devant tous les invités du banquet ce qu'elle appela la règle d'or. 0,5% du PIB pour la dette, tu n'excéderas. Le déficit, tu éviteras. L'équilibre budgétaire, tu trouveras. Les 3 institutions, tu respecteras. Le PIB, tu gonfleras. Les services publics, tu réduiras. Les chômeurs, tu expulseras. Les salaires des travailleurs, tu gèleras. Les dépenses sociales, tu réduiras. Et la richesse, tu produiras. À défaut, la population, tu anéantiras. À ces mots, Austérité, cette vieille sorcière, avait jeté un regard qui vous glace le sang sur la dette. Les dirigeants du petit pays l'avaient compris. Il fallait la rationner pour relancer l'économie et la croissance. Et Troïka, le chien de garde à 3 têtes, veillait au grain. Le lendemain, après un sommeil tourmenté, le gouvernement d'Absurdie se réunit en urgence pour revoir le budget de l'État. C'était la cacophonie. Pour le Premier ministre, il était impératif de revoir à la baisse toutes les dépenses publiques. Il était au téléphone avec l'une des têtes de Troïka qui lui grondait à l'oreille de réduire le déficit public sur le seuil des 3%. Caché sous la table, le lobbyiste distribuait de gros billets au ministre Picsou qui voulait que les habitants d'Absurdie se serrent la ceinture. Il se disputait avec un secrétaire d'État à la misère qui voulait qu'on taxe les multinationales, qui, elle, se disputait avec le secrétaire d'État des frontières qui voulait expulser tous les étrangers, ce que réfutait courageusement la ministre de la piqûre sociale pendant que le ministre de la guerre énumérait sa liste de courses spéciales Black Friday avec promo sur les F-35 à la clé. Pendant que le gouvernement d'Absurdie réglait ses comptes, le peuple du petit pays faisait les siens et découvrait l'immense fossé qui séparait ceux qui s'étaient accaparés la richesse et ceux qui la produisaient de leurs petites mains. L'écart grandissait. 26 milliardaires possédaient déjà la moitié des richesses de la planète. Calculer était devenu un jeu. Ils savaient qu'il y avait peu de chances qu'Austérité frappe à leur porte. Ils pouvaient rêver d'évasion sous les cocotiers des paradis fiscaux et continuer à générer du profit sans sourciller. Dans le petit pays d'Europe, les effets de l'austérité commençaient à se faire sentir. Avec l'aide du gouvernement, Austérité, toujours plus laide, et Troïka, devenu gros et méchant, errait de ville en ville avec un attirail d'enfer. La règle d'or avait été proclamée sur toutes les places du petit royaume.
Il fallait couper, tailler, raccourcir, sabrer, élaguer, rogner, hacher, faucher les dépenses de l'État. Et la première victime ne tarda pas à se faire connaître. La vieille sorcière s'attaqua au trésor commun des habitants d'Absurdie, leur patrimoine de lutte sociale. Le gouvernement diminua drastiquement l'approvisionnement des fonds qui servaient aux malades et aux invalides, aux allocations de chômage, aux pensions, aux allocations familiales dont chacun bénéficiait tout au long de sa vie. La sécurité sociale avait crié famine jusqu'au jour où ces réserves s'épuisèrent pour de bon. Les citoyens, touchés de plein fouet, en ressentaient déjà les conséquences sur le pilier de la santé. Les produits de première nécessité devenaient des denrées rares à se procurer. Et les portefeuilles des habitants d'Absurdie étaient aussi vides que le cœur d'austérité. Alors, pour ne pas tomber dans le désespoir, le peuple d'Absurdie avait décidé de ne pas se laisser faire. La dette n'appartenait pas aux citoyens. Les graines de la révolution se partagèrent de citoyen en citoyen. Et d'écho en écho, une famille de contestataires devint un autre groupe. Puis un groupe, puis une assemblée, puis un rassemblement jusqu'au jour où c'est une foule en colère qui manifesta aux portes du 16 rue de l'Injustice, siège du gouvernement d'Absurdie. Ils étaient venus nombreux. Il y avait des jeunes sans avenir, des vieux sans pension, des chômeurs sans allocation, des travailleurs sans droit, des malades sans traitement, des réfugiés sans papier. De loin, on entendait crier « Ah, bas le capital !» Les citoyens s'étaient rendus compte que des solutions existaient. Lutter contre les capitaux qui s'envolent vers les paradis fiscaux. Taxer les GAFA. Instaurer un impôt progressif sur les grandes fortunes. Faire en sorte que les revenus du capital, les dividendes des actionnaires, les rentes foncières et les intérêts bancaires contribuent au même niveau que les revenus du travail. Le peuple d'Absurdie voulait la peau d'austérité et de son chien à trois têtes. Il voulait la réduction collective du temps de travail. En conservant les salaires, les droits sociaux et en créant des emplois. Des investissements dans les services publics. Des hôpitaux de qualité. Des écoles rénovées. Plus de crèches dans nos quartiers. Bref, le peuple d'Absurdie avait beaucoup d'idées. Alors, ils décidèrent de passer à l'action et de prendre leur destin en main en coupant les trois têtes de cet horrible chien de garde nommé Troïka. Et clash! La première tête tombait. La Banque centrale européenne n'imposerait plus aux petits pays des contraintes pour maintenir leur stabilité financière. Elle arrêterait de prêter aux banques privées. Et crac! C'était le tour de la Commission européenne. Cette tête était si dure et si coriace qu'ils ont dû se reprendre 2 fois pour l'obliger à renoncer à l'application des politiques qui oppressent les petits pays. Et enfin, boum! La troisième tête, le Fonds monétaire international tomba. Ah, celle-là! Il a fallu la dévisser à plusieurs, car elle faisait tourner la tête aux pays en difficulté en leur imposant une politique restrictive avant de les financer. Austérité, qui avait observé toute la scène, commençait à sentir le vent de la révolution tourner. Elle fit ses valises, laissant derrière elle son précieux manuel d'ajustement structurel qui avait fini avec le bois à brûler. Le peuple savait qu'agir en Absurdie ne suffirait pas, et que tous les citoyens des petits pays d'Europe et d'ailleurs doivent lutter ensemble pour faire basculer la balance des intérêts de leur côté, celui du plus grand nombre et non plus des privilégiés. Alors le peuple se mit à chanter, à danser, à festoyer dans toutes les maisons, les rues et les places du petit royaume, en proclamant une nouvelle règle d'or. Des alternatives, tu trouveras. La pauvreté, tu réduiras. L'article 23 de la Constitution, tu appliqueras. Les inégalités, tu combattras. Les chômeurs, tu accompagneras. Les salaires des travailleurs, tu augmenteras. Dans le service public, tu investiras. La richesse, tu redistribueras. Le peuple, tu respecteras. À défaut, la révolution, tu déchaîneras. Oui, d'autres victoires sont possibles si les peuples s'unissent pour combattre toutes les décisions politiques qui vont à l'encontre des droits et des libertés. Toutes les utopies commencent par des petits gestes. Et ça, ce n'est pas absurde.
voilà, merci au Théâtre des Rues pour cette note positive pour terminer donc ce webinaire, ce premier webinaire du Festival Digit Justice Fiscale. Donc avant de clôturer, il me reste donc à vous donner rendez-vous demain pour le deuxième webinaire qui s'intitule Injustice fiscale et explosion des inégalités, est-ce inévitable? Avec comme invité James Galbraith, Paolo Woods, Ariane Esten, Aurore Kesch et Milady Renoir, avec aux manettes de cette émission Karine Thibault. Et donc tous les autres rendez-vous encore après-demain, vous pourrez trouver tout l'agenda complet et le programme sur notre page Facebook ou sur le site cncd.be. Voilà, il me reste à vous remercier, vous qui nous regardez encore et toujours, à ceux qui sont venus nous regarder de passage, et remercier chaleureusement tous nos invités d'avoir consacré du temps à cette émission, et remercier la super équipe de collègues que vous ne voyez pas, mais qui fait en sorte que tout s'est bien passé aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup et à